Bienvenue sur notre chaîne, nous proposons des vidéos intéressantes vous montrant chaque jour la vie et l'héritage de personnes célèbres. Le personnage est récemment décédé dans la vidéo d'aujourd'hui. Discutons de quelques malheurs. Avant d'entrer dans plus de détails, nous vous demandons spécialement de consulter notre chaîne et de vous y abonner, de la partager avec vos amis et de me rendre service. Nous invitons donc davantage de public à pouvoir accéder à notre contenu. Premier sujet, Michel Onfray analyse les émeutes en Nouvelle-Calédonie. C'était des Français qui attaquaient d'autres Français, c'était une vraie guerre civile. Michel Onfray, célèbre philosophe et commentateur français, a fait des analyses pointues de la situation des émeutes en Nouvelle-Calédonie, un territoire français d'outre-mer. Il décrit le conflit comme une véritable guerre civile, dans laquelle les Français s'attaquent les uns les autres. Cet article approfondira le point de vue d'Onfray, analysant les causes et les conséquences des émeutes en Nouvelle-Calédonie, ainsi que ses suggestions sur la manière de résoudre ce problème. Contexte historique et politique de la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie est un territoire français d'outre-mer situé dans l'océan Pacifique. La région a longtemps été un foyer politique et social, avec des conflits entre le peuple autochtone kanak et les colons européens, principalement français. Cette tension a conduit à de nombreuses émeutes et conflits dans le passé. Au cours des dernières décennies, la Nouvelle-Calédonie a organisé plusieurs référendums sur la question de l'indépendance vis-à-vis de la France. Cependant, ces référendums aboutissent toujours au statu quo, avec une proportion importante de personnes souhaitant toujours maintenir des relations avec la France. Les divergences de vues sur l'indépendance ont aggravé les conflits entre les différentes communautés du territoire. Émeutes en Nouvelle-Calédonie, causes et évolution. Les récentes émeutes en Nouvelle-Calédonie sont le résultat de tensions politiques de longue date et du mécontentement des populations autochtones à l'égard du gouvernement central. Les désaccords sur la gestion des ressources, en particulier les minerais, ont contribué à accroître les tensions. Les peuples autochtones se sentent injustement traités et privés d'une part équitable des avantages des ressources naturelles de la terre. Les émeutes sont souvent violentes, avec des affrontements entre groupes indigènes et forces de sécurité. Les infrastructures ont été vandalisées, les bâtiments gouvernementaux ont été attaqués et le chaos s'est répandu dans les zones urbaines et rurales. L'intervention des forces de sécurité ne fait que rendre la situation encore plus tendue, à mesure que les parties impliquées dans le conflit se multiplient. L'analyse des émeutes par Michel Onfray. Michel Onfray a qualifié les émeutes en Nouvelle-Calédonie de véritables guerres civiles. Selon lui, ce conflit n'est pas seulement une question locale, mais une manifestation de profondes contradictions au sein de la société française. Onfray estime qu'il s'agit d'une guerre entre Français, alors que les autochtones kanaks sont aussi citoyens français. Onfray a soutenu que cette situation reflétait l'échec de la politique coloniale française, ainsi que l'incapacité à résoudre les problèmes sociaux et économiques dans les territoires d'outre-mer. Il a critiqué le gouvernement français pour son incapacité à créer un système de gestion juste et efficace, ce qui a suscité le mécontentement et le ressentiment parmi les populations autochtones. Cause profonde du conflit. Selon Onfray, la cause profonde du conflit en Nouvelle-Calédonie est la persistance des inégalités et des injustices à l'égard des populations autochtones. La discrimination dans l'accès aux ressources, à l'éducation, aux soins de santé et à d'autres services sociaux a créé un environnement de frustration et de tension. Les peuples autochtones se sentent abandonnés et sous-estimés dans le système politique et économique français. Onfray a également souligné que ce problème ne peut être résolu par des moyens violents ou une intervention militaire. Il faut plutôt un dialogue sincère et inclusif entre les parties prenantes, visant à trouver des solutions équitables et durables pour toutes les communautés de Nouvelle-Calédonie. Conséquences des émeutes. Les conséquences des émeutes en Nouvelle-Calédonie ont été très graves. Tout d'abord, la violence et le chaos ont causé de nombreuses pertes en vies humaines et en biens. Les infrastructures ont été détruites, l'économie a stagné et la vie de la population a été gravement affectée. En outre, ce conflit accroît la division et l'hostilité entre les différentes communautés, rendant plus difficile le processus de réconciliation et d'instauration de la confiance. Sur le plan politique, les émeutes ont affaibli la position du gouvernement français en Nouvelle-Calédonie et posé des défis majeurs à l'administration de ces territoires d'outre-mer. L'intervention des forces de sécurité a été critiquée comme étant inefficace et même aggravant la situation. Cela soulève des questions sur la capacité du gouvernement français à maintenir la paix et la stabilité dans les territoires éloignés. Proposé par Michel Onfray. Pour résoudre la situation conflictuelle en Nouvelle-Calédonie,
Michel Onfray a fait un certain nombre de propositions importantes. Tout d'abord, il a appelé le gouvernement français et les parties concernées à mener un dialogue sincère et global. Ce dialogue doit inclure toutes les communautés et groupes d'intérêt de Nouvelle-Calédonie, afin de trouver des solutions équitables et durables aux problèmes sociaux et économiques. Onfray a également souligné que des mesures de réforme économique et sociale sont nécessaires pour réduire les inégalités et les injustices à l'égard des peuples autochtones. Les politiques de développement économique doivent garantir que toutes les communautés bénéficient des ressources naturelles et des opportunités de développement. Dans le même temps, il est nécessaire d'améliorer les systèmes d'éducation, de soins de santé et autres services sociaux afin d'améliorer la qualité de vie des populations autochtones. En outre, Onfray a également appelé la communauté internationale à prêter attention à la situation en Nouvelle-Calédonie et à soutenir le processus de réconciliation et de développement ici. L'intervention des organisations internationales peut contribuer à créer un environnement de dialogue ouvert et équitable, tout en fournissant les ressources nécessaires au développement durable. Conclure. Les émeutes de Nouvelle-Calédonie constituent une crise grave, reflet des profondes contradictions de la société française et de l'échec de la politique coloniale. Michel Onfray a fourni une analyse pointue et proposé des solutions importantes pour résoudre cette situation conflictuelle. Selon lui, ce n'est que par un dialogue sincère, des réformes économiques et sociales et le soutien de la communauté internationale que la Nouvelle-Calédonie pourra parvenir à la paix et au développement durable. Les leçons des troubles en Nouvelle-Calédonie peuvent également être appliquées plus largement pour résoudre les conflits et les crises dans d'autres territoires. L'équité, la transparence et la responsabilité sont des facteurs importants pour bâtir une société pacifique et prospère. Dans le contexte de la mondialisation et d'une interdépendance croissante, résoudre les conflits locaux de manière juste et durable est une tâche non seulement pour les pays individuels mais pour l'ensemble de la communauté. Sujet numéro 2. Les déclarations choquantes de Laurence Ferrari. Laurence Ferrari est l'une des journalistes les plus connues et les plus controversées de France. Avec une carrière de plusieurs décennies, elle a occupé le rôle d'animatrice de nombreux reportages d'actualité importants sur de grandes chaînes de télévision telles que TF1 et iTélé. Au cours de sa carrière, Laurence Ferrari a maintes fois attisé l'opinion publique avec ses déclarations franches et parfois choquantes. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes de ces déclarations marquantes qui ont agité l'opinion publique. L'une des déclarations les plus célèbres de Laurence Ferrari a eu lieu lorsqu'elle animait l'émission Le Grand Journal sur Canal+. Lors d'un entretien avec le président français Nicolas Sarkozy en 2008, elle n'a pas hésité à poser des questions difficiles, voire pressantes, rendant l'ambiance de l'entretien tendue. Plus précisément, Ferrari a interrogé franchement Sarkozy sur sa vie personnelle, notamment sur sa relation avec Carla Bruni, qui deviendra plus tard première dame. Sa franchise et son absence d'hésitation ont surpris Sarkozy et créé un moment télévisé mémorable, tout en laissant le public divisé sur son style d'interview. Non seulement elle suscite la polémique dans les interviews politiques, mais Laurence Ferrari est également célèbre pour ses déclarations sur les questions sociales. En 2013, alors qu'il abordait la question du mariage homosexuel dans l'émission Le Grand 8, sur D8, Ferrari avait exprimé son ferme soutien aux droits de la communauté LGBTQ+. Elle a déclaré : « Le mariage est un droit fondamental pour chacun, quel que soit son sexe. Nous ne pouvons pas empêcher l'amour et le bonheur des autres simplement à cause de préjugés personnels. » Cette déclaration, bien que soutenue par de nombreuses personnes, s'est également heurtée à une opposition farouche de la part de groupes conservateurs et de scientifiques. Protégée et respectée en toutes circonstances. Une autre situation notable a été celle où Ferrari a parlé des problèmes d'immigration et de réfugiés en Europe. En 2015, au milieu de la crise actuelle des réfugiés en provenance de Syrie et des pays du Moyen-Orient, elle a prononcé un discours choquant sur iTélé. Ferrari a vivement critiqué les politiques d'immigration strictes de certains pays européens, affirmant qu'elles reflètent un manque d'humanité et ne parviennent pas à mettre en œuvre les valeurs fondamentales de l'Union européenne. L'Europe ne peut pas tourner le dos aux personnes qui recherchent la sécurité et une vie meilleure, a-t-elle déclaré. Ce n'est pas seulement une question de politique, mais aussi d'éthique et de droits de l'homme. Cette déclaration a suscité de nombreux débats houleux, avec d'un côté ceux qui soutiennent une politique d'immigration ouverte et de l'autre ceux qui s'inquiètent de la sécurité et l'économie. Outre ces déclarations politiques et sociales, Laurence Ferrari a également suscité la polémique avec ses commentaires sur l'industrie des médias et du journalisme. Lors d'une conférence sur l'avenir du journalisme télévisé en 2017, elle a déclaré :
le journalisme est confronté à une crise de confiance sans précédent. Nous sommes responsables de la détérioration de la qualité de l'information et de la perte de confiance du public. Pour restaurer la confiance, le journalisme doit être plus honnête, transparent et indépendant que jamais. Cette déclaration a été très appréciée par de nombreux collègues du secteur, mais en même temps a mis certains mal à l'aise. Offensé par les critiques publiques, Ferrari n'a pas hésité à souligner qu'il est de la responsabilité du journaliste de fournir des informations exactes et justes, malgré les pressions des parties concernées. Toujours dans le domaine médiatique, Laurence Ferrari a un jour critiqué l'utilisation des réseaux sociaux comme outil de diffusion de fausses nouvelles. Dans un article publié dans Le Monde en 2019, elle s'inquiétait de l'explosion des fausses nouvelles et de leur impact négatif sur la société. Les réseaux sociaux, bien qu'apportant de nombreux avantages en termes d'information et de connexion, sont aussi un terrain fertile pour les fausses nouvelles et les théories du complot, écrit-elle. Nous devons être plus responsables dans l'utilisation et le partage des informations, et il faut des contrôles plus stricts pour empêcher la propagation de fausses informations. Cette déclaration a suscité la controverse. De nombreux débats sur la liberté d'expression et la responsabilité des plateformes de médias sociaux dans la modération du contenu. Laurence Ferrari a également provoqué un choc en commentant les violences policières en France. Dans une interview sur Punchline, en 2020, elle a fait part de ses inquiétudes concernant les abus de pouvoir des forces de l'ordre lors des manifestations. La violence des deux côtés, manifestants et policiers, est inacceptable. Cependant, lorsque les forces de l'ordre recourent à une force excessive, nous devons nous exprimer, a-t-elle déclaré et exigé la transparence et la justice. Cette déclaration a surpris de nombreuses personnes et suscité une vague de protestations de la part des forces de police et de leurs partisans, mais a également suscité la sympathie des militants des droits de l'homme et d'une partie du public. Les déclarations choquantes de Laurence Ferrari reflètent non seulement ses opinions personnelles fortes, mais montrent également qu'elle est toujours prête à affronter les questions brûlantes et n'a pas peur de remettre en question les opinions traditionnelles. Avec sa franchise et son esprit courageux, Laurence Ferrari a été et continue d'être l'une des voix les plus marquantes et les plus influentes du secteur du journalisme. Mathieu Delormeau est une célèbre personnalité de la télévision française, éminent en tant que présentateur, producteur et journaliste. Né le 5 mars 1974 à Paris, Delormeau a bâti une carrière riche et variée à la télévision. Il débute sa carrière dans le secteur financier, puis se tourne vers la télévision et se fait rapidement un nom en tant qu'animateur sur différentes chaînes de télévision comme NRJ12 ou C8. Tout au long de sa carrière, Mathieu Delormeau a connu de nombreux hauts et bas, tant au niveau professionnel que personnel. Les pressions du travail, de la vie personnelle et de la renommée ont grandement affecté sa santé mentale. Après 2 ans de psychothérapie, Delormeau a partagé en profondeur ce parcours et les diagnostics qu'il a reçus. Selon Mathieu Delormeau, il était confronté à de graves problèmes psychologiques tels que l'anxiété, la dépression et le trouble panique. Ces problèmes ont non seulement affecté sa vie quotidienne, mais ont également nui à la qualité de son travail et de ses relations personnelles. Il a décidé de demander l'aide de psychologues et a entamé un parcours thérapeutique de 2 ans. Au cours de la thérapie, les experts ont diagnostiqué à Mathieu Delormeau un trouble d'anxiété généralisée, TAG, et un trouble dépressif majeur. Il s'agit de troubles psychologiques assez courants, mais s'ils ne sont pas traités rapidement et correctement, ils peuvent avoir de graves conséquences. Delormeau a subi divers traitements, notamment une thérapie cognitivo-comportementale, TCC, et une pharmacothérapie, pour contrôler ses symptômes. La thérapie cognitivo-comportementale, TCC, est une méthode de psychothérapie qui s'est révélée efficace dans le traitement des troubles anxieux et dépressifs. Cette méthode se concentre sur la modification des pensées négatives et des comportements malsains. Delormeau a partagé que grâce à la TCC, il a appris à identifier et à modifier les pensées négatives, réduisant ainsi l'anxiété et la dépression. Il a également appris à gérer plus efficacement les situations stressantes. Delormeau utilise également des médicaments pour contrôler ses symptômes. L'utilisation d'antidépresseurs et de sédatifs l'a aidé à maintenir une stabilité psychologique tout au long du processus de traitement. Cependant, il a également souligné que l'utilisation de médicaments ne constitue qu'une partie du processus de traitement et doit être combinée avec d'autres méthodes de psychothérapie pour obtenir les meilleurs résultats. Une autre partie importante du parcours thérapeutique de Mathieu Delormeau consiste à reconstruire des relations personnelles et à créer un mode de vie sain. Il a appris à rechercher le soutien de ses amis et de sa famille, au lieu de faire face aux difficultés tout seul.
Delormeau se concentre également sur le maintien d'un mode de vie sain, comprenant une activité physique régulière, une alimentation équilibrée et des temps de repos adéquats. Revenant sur le parcours thérapeutique de 2 ans, Mathieu Delormeau a partagé qu'il s'agissait d'un processus difficile mais nécessaire. Il a appris de nombreuses leçons précieuses sur la façon de gérer le stress et de maintenir l'équilibre dans la vie. Plus importante encore, Delormeau s'est rendu compte que la santé psychologique doit être prise au sérieux et soignée, tout comme la santé physique. L'histoire de Mathieu Delormeau témoigne non seulement de l'importance des soins de santé mentale, mais aussi une source d'inspiration pour bien d'autres personnes confrontées à des difficultés similaires. Il a courageusement partagé ses expériences, aidant les gens à mieux comprendre les troubles psychologiques et les encourageant à demander de l'aide en cas de besoin. Mathieu Delormeau a désormais repris le travail et continue de contribuer à l'industrie télévisuelle. Il sensibilise constamment à la santé mentale et partage ses expériences pour aider les autres. Delormeau croit qu'avec le soutien et la détermination appropriée, chacun peut surmonter ses difficultés psychologiques et trouver un équilibre dans la vie. Les résultats de ce processus thérapeutique de 2 ans ont non seulement aidé Mathieu Delormeau à retrouver sa santé mentale, mais lui ont également donné une nouvelle perspective sur la vie. Il comprend que prendre soin de soi est un voyage continu et que le bien-être psychologique est essentiel pour vivre une vie heureuse. Elle a donc grandi d'une manière très différente de celle dont j'ai grandi. Jada a fait croire à Will qu'il voulait aussi un mariage ouvert. Il ne voulait pas perdre sa femme, il n'avait donc pas d'autre choix. Mais le public a été choqué d'apprendre jusqu'où cela allait réellement. Jada a eu une liaison pendant des années avec l'ami de son fils, le chanteur Auguste Alsina, qui est de 20 ans son cadet. Lorsque les internautes l'ont découvert, ils ont déclaré que c'était absolument inacceptable. J'ai l'âge de Jada et je ne me verrai pas coucher avec un enfant. Je n'ai aucun respect pour elle. C'est Auguste qui a vendu la mèche, affirmant que Jada lui avait brisé le cœur. I devoted myself to it. I gave my full self to it. So much so to the point that I can die right now and be okay with knowing that I truly gave myself to somebody. Jada a affirmé qu'Auguste s'est tourné vers elle pour obtenir de l'aide car il avait des difficultés personnelles. Il est clair que Jada a apporté son aide à un tout autre niveau. Je le crois. Will et Jada l'ont accueilli alors qu'il était malade et souffrait d'une dépendance et Jada a profité de lui. Un mentorat ne devrait jamais devenir sexuel. Pendant tout ce temps, Jada n'a jamais pensé au mal que sa liaison ferait à Will. Et au lieu de penser ses plaies en privé, Pinkett Smith a utilisé la douleur de son mari pour faire des cartons dans son talk show. Jada est même allée jusqu'à dire qu'elle n'avait rien fait de mal. Elle a affirmé qu'elle et Will avaient fait une pause à l'époque. What do you feel like you were looking for? I just wanted to feel good. It had been so long since I felt good. Et Jada n'a jamais montré de remords pour ce qu'elle avait fait à Will. But I actually don't look at it as a transgression at all. Through that particular journey, I learned so much about myself. Pinkett Smith a présenté toute cette épreuve comme une guérison. And it was really a joy to just help heal somebody. Mais le public ne s'est pas laissé berner aussi facilement. Elle fait passer la tromperie pour une expérience spirituelle. C'est ridicule. Elle met son cœur en miettes. Jada doit adorer ça, 2 personnes en pièces à cause d'elle. Elle doit se sentir si puissante. Il semble que Will et Auguste ne soient pas les seuls à avoir souffert de son comportement égoïste. De nombreux détracteurs laissent entendre que Jada a également négligé ses enfants. Il y a quelques années, les spectateurs ont été choqués par une image de la fille de Jada, Willow. Sur la photo, une Willow mineure, alors âgée de 13 ans, était allongée sur un lit à côté d'un homme torse nu, de 7 ans son aîné. Les détracteurs ont trouvé l'image très inappropriée et les services de protection de l'enfance ont enquêté sur le sujet. Cependant, Jada ne voyait pas pourquoi on en faisait tout un plat. Elle a insisté sur le fait que la photo était totalement innocente. You guys are projecting your trash onto it. Mais sa propre fille a critiqué ses compétences parentales. Dans un épisode de Red Table Talk, Willow a admis avoir souffert mentalement après sa chanson à succès Whip My Hair. La chanteuse n'avait que 9 ans lorsqu'elle l'a enregistrée et a ressenti une telle angoisse qu'elle a même essayé de se faire du mal. Les critiques ont accusé Jada d'être une mère égoïste et inattentive. Et Willow a dit un jour qu'elle était déçue de la façon dont ses parents avaient géré son succès. I definitely had to forgive you and Daddy, you know, for that whole Whip My Hair thing. Puis la nouvelle est tombée que Jaden voulait s'émanciper à seulement 15 ans. And I remember thinking to myself, as devastated as I was like, he's right. Yeah. The time is now. He's 15. It's time for him to leave the house. Cela a confirmé la conviction des détracteurs que Jada ne fixait pas assez de limites à ses enfants. Et quand Jaden a adopté son style neutre, la réaction